Bonjour Laurent Hureau. Bonjour Jean-Robin. Alors, merci de nous recevoir chez vous. En ces temps de crise de l'endettement, de crise de l'euro, et je voulais vous interroger à propos des solutions que vous aviez pour nous sortir de la crise, parce qu'il se trouve que parmi vos nombreuses casquettes, vous êtes historien, ça on le sait, mais vous avez aussi des velléités d'économiste, et vous avez réalisé récemment un colloque franco-allemand où vous étudiez avec des économistes allemands de grande renommée comment sortir de cette impasse. Et en ces temps de G20, nous aimerions que vous présentiez à nos auditeurs quelles seraient vos solutions pour sortir de cette crise. Oui, je vais vous proposer un plan en 7 points. Pour sortir de la crise, mais pas seulement de la crise française, de la crise européenne et de la crise mondiale, parce qu'on peut être pour ou contre la mondialisation, elle existe. Et toutes les économies, au moins les économies occidentales, sont solidaires. Donc vous ne pouvez pas traiter les uns sans les autres, sachant qu'il y a une solidarité des économies européennes qui est plus forte sans doute que la solidarité mondiale ou les autres, celle des autres espaces qui se dessinent. La crise est beaucoup plus grave, très grave, parce que nous sommes au bord d'une récession, une véritable récession. Et donc, en effet, en ayant pris conseil de quelques amis, j'ai élaboré un certain nombre de propositions, 7 propositions, pour sortir de la crise. Alors malheureusement, je n'étais pas invité au G20, donc je n'ai pas eu l'occasion de les présenter, mais je vous remercie de m'en donner l'occasion de leur donner une certaine diffusion. Alors justement, on va prendre ces points les uns après les autres, oui. Et puis on vous posera des questions si on veut compléter. Alors la première mesure, ce serait organiser avec l'Allemagne la sortie de l'euro. Oui. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre l'euro, ça n'est plus la question, c'est un moribond, c'est un mort, c'est un cadavre qu'on essaie de faire vivre à coup d'oxygène, mais qui va finir par sentir mauvais si on ne prend pas acte de la réalité qui est la fin de l'euro. D'autre part, quand vous voyez que les journaux régulièrement vous entretiennent un suspense, est-ce qu'on va résoudre le problème de l'euro? Est-ce qu'on va résoudre On vous fait croire que c'est ça le fond de la crise, que la crise mondiale, que la crise économique mondiale se résume à la crise grecque, la Grèce ne représentant elle-même que 1% du produit européen. C'est tout à fait absurde. Je veux dire, sauver l'euro, c'est pas sauver l'économie mondiale. Ce sont deux sujets complètement différents. Je vous dois dire que ce combat désespéré est totalement inutile aujourd'hui pour maintenir l'euro en vie ou en survie, est un rideau de fumée qui laisse penser, qui détourne les yeux de la véritable crise. La véritable crise, c'est la crise financière qui n'est pas seulement grecque, bien entendu, qui est européenne, mais qui est également occidentale, voire mondiale, et c'est surtout le début de récession que nous sommes en train d'observer. Qui dit récession dit baisse du niveau de vie, y compris pour des grands pays qui ont jusqu'ici échappé comme la France ou l'Allemagne, dit accroissement du chômage, et c'est ça que je voudrais prendre en face, en proposant des solutions. Alors, évacuons la question de l'euro, c'est la raison pour laquelle je propose en effet que nous organisions non, la sortie, mais pas la sortie de la France, la sortie de tous les pays concernés de l'euro, le retour aux monnaies nationales, la fin de cette construction complètement artificielle, mais pour que ça ne soit pas un traumatisme majeur, il faut que cette sortie soit organisée entre les grands pays et spécialement entre les deux principaux pays concernés qui sont la France et l'Allemagne. Parce que quand vous avez ajouté la production nationale, le PIB de la France et le PIB de l'Allemagne, vous avez déjà presque la moitié de la zone euro. Hein. Donc ce sont eux, et puis ce sont les économies qui sont les plus solides. Donc la France et l'Allemagne doivent d'urgence se voir, non pas pour faire semblant de croire qu'on va éviter la faillite à la Grèce, mais doivent se voir pour dire, bon,
prenons en compte les réalités. L'euro, ça ne marche pas, mais ça ne doit pas éclater non plus dans la pagaille et dans la panique généralisée. On doit revenir aux monnaies, mettre fin à l'expérience et revenir aux monnaies nationales de manière organisée, méthodique, contrôlée, maîtrisée, et ça ne peut se faire qu'entre le gouvernement français et le gouvernement allemand. Voilà, ça c'est la première chose, c'est le préalable. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai en effet organisé le 7 octobre à Lyon, j'ai participé avec d'autres à l'organisation d'un forum d'économistes français et d'économistes allemands de haut niveau, qui étaient tombés d'accord assez facilement pour dire que l'euro n'avait pas d'avenir et qui ont décidé de se retrouver pour étudier les modalités de cette sortie. Est-ce que vous aviez parlé de la dette aussi, parce que cette crise, c'est une crise de l'euro, mais c'est aussi... Alors je viens au deuxième point. Il est clair que la fin de l'euro est inséparable de la nécessité d'apurer les comptes. D'apurer les comptes, en particulier de tous les pays qui n'arrivent plus à payer leurs dettes. La dette publique, mais aussi la dette des États, que l'on confond assez facilement. Par exemple, on vous parle... Quelle est la différence ? Par exemple, pour la France, nous avons la dette... La dette du budget de l'État, le budget de l'État, c'est-à-dire d'un compte particulier que le compte de l'État français, comme il y a le compte de l'État grec, le compte de l'État allemand. Et là, nous savons que nous avons un déficit très important que nous essayons de réduire avec beaucoup de mal. Mais également, vous avez le compte de l'économie française. L'économie française, la République française achète et vend à l'extérieur. Or, notre déficit cette année, le déficit, non pas de l'État français, mais de l'ensemble de la République, est beaucoup plus important que l'année dernière. Il est passé de 50 milliards à 75 milliards d'euros, sur un produit national qui est aux environs de 2000 milliards. C'est ça la fameuse balance des paiements ? Là, c'est la balance des paiements, en effet. Or, le déséquilibre, on parle beaucoup des déséquilibres des budgets, mais il y a le déséquilibre des balances des paiements qui ne cesse de s'accroître. Enfin, revenons quand même aux dettes des États, et en particulier des plus vulnérables qui sont la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie, mais il ne faut pas s'imaginer que la France aille bien. Si vous avez, et même si vous n'avez pas d'ailleurs rupture de l'euro, vous aurez faillite de ces pays. Si on regarde les choses en face, la Grèce ne peut pas rembourser, personne ne croit sérieusement que la Grèce va rembourser ce qu'on lui a emprunté. Donc la solution n'est pas de se monter la tête en continuant à lui prêter en disant elle ne remboursera pas demain, elle remboursera après-demain. Non, c'est faux. Mais si vous déclarez la Grèce en faillite, et vous pouvez le faire dans l'euro, mais vous serez obligé de le faire si l'euro disparaît, il faut savoir qui va payer, qui va rembourser ces créances. Est-ce qu'on va laisser les banques qui se sont engagées, notamment des banques françaises importantes, la France est le pays dont les banques sont le plus engagées à l'égard de l'État grec, faire faillite, ce qui aurait des effets que l'on appelle systémiques, totalement catastrophiques. Donc, inséparable de la fin de l'euro, il y a une règle du jeu qui ne peut pas être seulement une règle du jeu française, mais une règle du jeu européenne pour dire qui paye. Et notamment pour que les grands États comme la France et l'Allemagne garantissent que les banques récupéreront ce qu'elles ont prêté à la Grèce. C'est pas pour leur faire plaisir. Ce ne sont pas forcément des institutions très sympathiques vu la manière dont elles se comportent. Mais on sait très bien que s'il n'y a pas une règle du jeu de ce genre, nous courons à une faillite mondiale, qui ne sera pas seulement la faillite de la Grèce, mais la faillite mondiale. Donc pour empêcher ça, il faut une règle du jeu claire. La règle du jeu claire que je propose, mais on pourrait peut-être en trouver d'autres, c'est que les États couvrent les créances irrécouvrables des pays méditerranéens et d'autres peut-être créances irrécouvrables, mais en échange entre au capital de ces banques, à due proportion. Eh bien oui, ça se traduirait pour certaines banques par des nationalisations. Il ne faut pas avoir peur. Je connais des gens qui ne sont pas spécialement des... Monsieur Hollande n'ose pas parler de nationaliser les banques, mais je connais des gens qui ne sont pas spécialement des gens de gauche qui disent qu'il n'y a pas d'autre solution à la crise financière actuelle que de nationaliser la plupart des grandes banques d'Europe et d'Amérique.
Alors, sans aller jusque-là, je ne me prononce pas sur ce sujet-là, jusque-là, il est évident que si les États, c'est-à-dire derrière les États, les contribuables, viennent au secours des banques, ils doivent prendre une partie du capital et du proportion. Alors qu'est-ce qu'ils font de ce capital ensuite quand les choses iront mieux? Est-ce qu'ils le gardent pour garder un secteur bancaire public? Et après tout, on ne s'en est pas trop mal porté puisque depuis de 1945 à 1995, nous avons eu un secteur public bancaire important en France. Et je vous signale que pendant cette période-là, il n'y a pas eu de crise majeure. Ou alors est-ce qu'ils les revendent pour revendre les actions ça, c'est à voir ultérieurement. Mais dans l'immédiat, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire de ces passifs. On ne peut pas dire on va dissoudre l'euro et sans avoir dit en même temps qui va payer la dette grecque, qui va payer la dette espagnole, qui va payer la dette portugaise, etc. etc. Ça, c'est le deuxième point. Parce que jusqu'à présent, les banques faisaient faillite, mais les États les renflouaient. Eh bien, il faut que ça continue, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, il y a d'autres solutions qui consisteraient à garantir les dépôts, des particuliers, hein, et tout en laissant la banque faire faillite. C'est-à-dire qu'on laisse la banque faire faillite. Mais par contre, les déposants de ces banques vont se retourner vers l'État pour organiser ça. D'une certaine manière, ça serait plus juste, parce que ce sont ces banquiers qui se sont gavés de bénéfices de toutes sortes et qui sont les responsables de ces faillites. Donc ils payent, ça serait normal. Mais il faut être réaliste. Je veux dire, ça créerait une panique. Et là, on est dans une passe difficile, un cap très difficile. Il faut tout de même prendre garde, être responsable et prendre garde aux effets psychologiques, qui sont de toutes les manières considérables. Et si on prenait un autre système que celui-là, on risquerait un effondrement généralisé. Donc je pense que si l'euro éclate, il ne disparaît pas, il ne s'effondre pas, il éclate en plusieurs monnaies qui ont de la valeur. Et si vous, en même temps, vous ne posez pas une règle claire pour dire que les banques ne feront pas faillite, pour dire aux particuliers vos dépôts vont être garantis, vous n'allez pas vous retrouver sur la paille, on risque une panique générale. Il faut que ces choses-là se fassent en ordre. Alors, le troisième point du plan, c'est la monétisation des dettes. Et pas seulement des dettes des pays méditerranéens, mais aussi d'une partie des dettes des grands États. Qu'est-ce que ça veut dire, la monétisation? Ça veut dire que la banque centrale ou les banques centrales rachètent une partie de ces dettes. Ça veut dire que les États qui doivent de l'argent ne doivent plus cet argent à des banques, mais devront cet argent à la Banque de France, enfin la Banque centrale européenne aujourd'hui, ou à la Banque de France. Ça veut dire que ils ne seront plus obligés de rembourser. Ça veut dire qu'ils paieront un taux d'intérêt beaucoup plus faible. Ça veut dire aussi qu'on aura recours à la création monétaire. Hein, c'est la création monétaire. Ou plus exactement, que cette puissance régalienne de créer de la monnaie qui crée un bénéfice pour celui qui en a le pouvoir. Bénéfice qui était celui des empereurs romains, des rois de France. C'est pour ça qu'on appelle ça un pouvoir régalien. Parce que régalien, ça vient de régalia, ça vient du roi, mais c'est aussi bien la République ou c'est l'État. Ce pouvoir, en 1972, on l'a abandonné aux banques. On a dit l'État n'aura plus le droit d'emprunter à la Banque de France, donc la Banque de France ne fera plus de la monnaie pour prêter à l'État, parce que c'est une pratique malsaine, une pratique inflationniste. On a dit, à ce moment-là, c'est une pratique à laquelle nous renonçons. L'État doit faire comme l'emprunteur lambda, il doit s'adresser aux banques, mais payer le taux d'intérêt maximum. Et si vous ajoutez tous ces taux d'intérêt qui ont été cumulés depuis 1972, arrêté à partir de 1980, parce que jusqu'en 1980, l'État ne s'est pas endetté. C'est ça. Donc depuis les socialistes. Oui, mais enfin, ça continue. Bien d'une politique de bien sûr, mais ça a continué après. Et puis,
Oui, bien sûr. L'État est responsable. Écoutez, je n'ai pas beaucoup d'indulgence pour les socialistes, mais je veux dire, sortons des mauvais procès. Hein. Non, Tous les États occidentaux se sont mis à s'endetter dès lors qu'il n'y a plus d'inflation. Dès lors qu'il n'y a plus d'inflation au tournant des années 80, tous les États occidentaux se sont mis à s'endetter, et les États-Unis n'étaient pas spécialement au temps de M. Reagan, un pays socialiste, et ils se sont endettés également beaucoup. Et ils continuent à le faire aujourd'hui. Alors, si vous voulez, si l'État retrouve cette puissance régalienne, vous pouvez quasiment effacer toutes ces dettes. En tous les cas, monétiser la dette, ça veut dire que l'État crée de la monnaie pour rembourser. Hein. Et pourquoi ne le ferait-il pas, puisqu'on a donné le droit aux banques de le faire à leur bénéfice. Hein. Et grâce à ces bénéfices, se distribuer des bonus à leurs administrateurs et des dividendes considérables à leurs actionnaires. Hein. Et des bonus aussi à une grande partie du personnel. Ce qui permet d'ailleurs, quelque chose qui est extrêmement malsain, aux banques d'attirer les talents mathématiques, physiques, scientifiques, dans des activités de spéculation qui sont des activités stériles. Parce que ces talents qui sont attirés par un système bancaire excessivement rémunérateur sont des talents qui sont enlevés au vrai progrès technique, au laboratoire, de recherche, à l'industrie, à l'ingénierie, etc., etc. Et ça aussi, c'est très grave, ce qui est en train de se passer. Alors, il ne faut pas rêver l'impossible, de même que sortir de l'euro est une mesure de réalisme, parce qu'on ne pourra pas tenir l'euro, on ne pourra pas faire payer la Grèce. Monétiser les dettes, c'est également une mesure de réalisme parce que nous ne nous faisons aucune illusion. On ne va pas rembourser les dettes des États. Pourquoi ? Parce que ça supposerait qu'après 15 ans de laisser-aller, ou 20 ans de laisser-aller, après 20 ans de laisser-aller, nous aurions 20 ans d'austérité. La génération suivante serait tout à coup une génération austère. Et serait ça s'est jamais vu. C'est-à-dire que nous aurions eu des cigales, les Français auraient été des cigales, pas que les Français, les Grecs, les Espagnols, et même les Allemands d'ailleurs, qui ont une dette publique très importante, très lourde, auraient été des cigales pendant 20 ans, et puis leurs enfants seraient des fourmis qui rembourseraient la dette des cigales. C'est absurde. Ça s'est vu dans les années 30, quoi. Non, ça s'est jamais vu. Avec la Grande Dépression. Mais non. Au contraire. Les grandes dettes n'ont jamais été remboursées dans l'histoire. Les petites dettes sont remboursées, heureusement, parce que sinon, vous ne feriez plus confiance à personne. Le commerce ne marcherait pas. Mais les grandes dettes, et spécialement les dettes publiques, ne sont jamais remboursées. D'abord, il y a les dettes des États-Unis, qui est la plus considérable du monde et qui ne cesse de grossir. Et une dette qui est payée facilement, puisque eux font marcher la planche à billets, mais en distribuant leurs billets, non pas dans le pays, mais dans le monde entier. Et ces billets, c'est-à-dire le dollar, sert de monnaie au monde entier. Ensuite, vous regardez la dette de Louis XVI, qui a été la cause de la Révolution française. Croyez-vous qu'elle n'ait jamais été remboursée ? Pas du tout. Vous avez eu le système des assignats, et puis une faillite générale de l'État en 1795, qui a entraîné le non-remboursement de ces dettes. Vous prenez les dettes à l'issue de la Première Guerre mondiale, vous aviez deux dettes colossales, vous aviez les réparations qu'on voulait faire payer à l'Allemagne, et d'ailleurs on avait raison de leur faire payer, et puis vous aviez les emprunts considérables qui avaient été faits par la France et l'Angleterre auprès des États-Unis. Et chaque fois, on a fait des plans d'appurement qui se sont appelés le plan Young, le plan Dawes, et en définitive, on est tombé sur des gens qui ont dit, il y a eu Hitler d'abord, mais il y a aussi le gouvernement français et le gouvernement anglais, qui ont dit, mais on ne peut plus rembourser pas, on s'arrête de rembourser parce qu'on ne peut plus rembourser, ça n'a pas été remboursé. Et vous avez eu d'autres dettes qui sont nées pendant la Grande Crise, et puis est arrivée la guerre. Pourquoi ? Et puis vous avez des pays du tiers-monde qui ont fait faillite au cours des dernières années. Vous avez le Brésil, vous avez l'Argentine, vous avez des pays d'Afrique auxquels on a effacé la dette très régulièrement. Quand les dettes sont trop considérables, alors vous avez une guerre, et pour éviter la guerre, il faut trouver une solution. Mais il ne faut pas dire, maintenant, on va faire suer le bournous, maintenant vous allez souffrir, maintenant on va vous mettre en pénitence. C'est absurde, c'est politiquement absurde, ça n'a aucun précédent. En même temps, ça serait important de dire qu'en Grèce, ils ont fait n'importe quoi avec l'argent public. Oui, ils ne sont pas les seuls, vous imaginez bien. C'est le problème aujourd'hui. Écoutez, je suis contre une vision morale de l'économie. Chaque pays a sa culture. Le problème de l'euro, c'est qu'on a voulu imposer le même moule à des pays de cultures différentes.
Écoutez, pitié pour les Grecs. Hein, non, c'est là, on parle du gouvernement. C'est l'État qui s'est endetté. Il y a quelque chose à reprocher à la Grèce, c'est d'être rentré dans l'euro, et aux autres de l'avoir accepté dans l'euro. Mais croyez-vous que les choses aillent mieux en Italie, qu'elles aillent mieux au Portugal? Et en définitive, vous ne pensez pas qu'en France aussi, nous oui, mais écoutez, débarrassons-nous de cette vision morale de l'économie. Vous avez des cultures différentes, vous avez des pratiques différentes, et vous avez une sanction. Cette sanction a toujours existé. Cette sanction, c'est le changement des parités monétaires. Vous faites des bêtises, vous n'êtes pas compétitif. Bon, vous avez votre monnaie, mais sur le plan international, au lieu de vous valoir 100, elle ne vaudra plus que 80, elle ne vaudra plus que 60. C'était ça, c'était une dévaluation de chaque monnaie. Et cette sanction n'existe plus au sein de l'euro. Donc c'est la porte ouverte à tous les abus. Mais or si l'euro cesse d'exister parce que c'était une entreprise totalement artificielle, totalement absurde, vous retrouvez cette sanction. Vous retrouvez cette sanction. C'est pas la peine d'aller faire la morale aux gens. Regardez la Turquie, c'est un pays où on triche autant qu'en Grèce. Ils ne sont pas dans l'euro, donc personne ne s'en aperçoit. Vous croyez que la Pologne, c'est un pays où la moralité économique est générale. La Pologne, je dis la Pologne, je pourrais dire la Russie, bien entendu, mais simplement, ce sont des pays qui ne sont pas dans l'euro, donc personne ne s'en aperçoit. Et si ça va mal chez eux, ils dévaluent. Et à partir du moment où ils dévaluent, ça va beaucoup mieux. Et c'est ce qui se passe, que la Pologne n'étant pas dans l'euro, la Turquie n'étant pas dans l'euro, ont des économies prospères et personne ne leur fait de reproches. Et si la Grèce n'était pas dans l'euro, elle aurait probablement une situation comparable et personne ne penserait à lui faire la morale. Voilà. Donc le troisième point, c'est une monétisation très large de ces dettes. Ça me paraît tout à fait nécessaire. Et alors on va vous dire, vous allez créer de l'inflation, oui, mais l'inflation. On va pas revenir aux assignats. On y est. Il n'y a pas d'inflation. L'inflation, ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'expansion des moyens de paiement. C'est l'expansion, elle a déjà eu lieu, sauf qu'elle a déjà eu lieu au bénéfice des banques. Et elle se traduit par un enrichissement considérable de 1% ou 0,5% de la population au cours des 20 dernières années. En revanche, vous avez l'inflation en deuxième sens, c'est la hausse des prix et des salaires. Mais à cause de la mondialisation des échanges, si vous voulez, les prix et les salaires sont verrouillés vers le bas. Sont verrouillés vers le bas. Alors, bien sûr qu'il y a un risque que tout cela redémarre. D'après les experts, ça n'est pas un risque immédiat. Et de toute manière, il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas d'autre solution. Il y aurait d'autres solutions. Non, les autres solutions sont pires que le mal. Liées à la taille de l'État, par exemple. Non, oui, bien entendu qu'il faille faire des économies sur les budgets publics, mais ça, quand vous avez un coureur qui n'arrive pas à monter le col, vous lui dites changez le braquet, mettez une vitesse plus petite. Vous lui dites pas, faites pas la morale en lui disant il faudra faire des abdominaux l'hiver prochain. Il peut bien s'engager à faire des abdominaux l'hiver prochain, mais c'est pas ça qui va résoudre son problème quand vous avez l'autre coureur qui lui prend 20 mètres, 30 mètres et 40 mètres et qui est en train de décrocher. Vous comprenez ? Bon, il y a les problèmes de fond, problèmes de structure, je suis bien d'accord qu'ils existent, mais ils ne peuvent pas servir d'alibi pour régler des problèmes immédiats. Alors, les trois mesures sont totalement inséparables. Alors, quand je dis qu'il faut monétiser la dette, l'autre solution, qui est envisagée aujourd'hui, qui est envisagée par Mme Merkel, qui est envisagée par M. Sarkozy, qui est envisagée par M. Trichet, enfin, il est parti, mais l'esprit est encore là, et qui est envisagée par tous les Européens, qui est une solution totalement folle, qui consiste à dire on va serrer la ceinture à tout le monde. Serrer la ceinture, ça veut dire que l'on va entraîner toute l'Europe dans un cercle vicieux qui est celui aujourd'hui de la Grèce et du Portugal, qui est rigueur, ça veut dire diminution des salaires, des pensions, des dépenses publiques, des retraites, etc. Rigueur, récession, diminution de la demande, donc baisse de l'activité des commerces, des industries, etc. Récession, baisse des impôts. Hausse des impôts, en plus. Oui, baisse du rendement des impôts, et donc déficit encore plus grave. Et c'est ce qui est en train de se passer.
Donc si on impose ce régime à toute l'Europe, c'est de la folie. C'est de la folie pour les Européens, mais c'est de la folie pour l'économie mondiale. Car même si l'Europe ne constitue pas une entité avec une gouvernance propre, et peut-être Dieu merci, elle n'en est pas moins le premier marché du monde. Si vous êtes exportateur à Singapour, au Brésil, etc., le premier marché qu'il faut viser, c'est même pas le marché américain, c'est le marché européen, ce qui est le plus important. Alors si le premier marché européen se comprime, se rétrécit, ça veut dire que vous allez entraîner le monde entier dans une spirale récessive. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut mettre fin très très rapidement à cette folie qui est la volonté de vouloir sauver l'euro à tout prix, y compris en tuant l'économie européenne. Alors, paradoxalement, votre quatrième mesure, ce serait d'établir une monnaie commune européenne. Alors quelle différence avec l'euro? Une monnaie commune, ça veut dire ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Ça veut dire que l'euro continue à exister, mais il sert aux échanges entre les pays. Et il est un étalon de change, c'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, que le Deutschmark, le franc vaudra 1 euro. Et on dira le Deutschmark, le nouveau Deutschmark, vaudra 1,10 €. La nouvelle lire vaudra 0,70 €. C'est un étalon commun de mesure. Donc on n'a plus d'euros dans ses poches. On n'en a plus dans ses poches, mais les banques peuvent en donner à des pays extérieurs qui les acceptent. Et puis, entre les pays, entre l'Allemagne, entre l'Italie, entre l'Espagne, la Grèce, pourquoi pas, on peut s'échanger des euros. Mais effectivement, on n'a plus d'euros dans les poches. Mais on a des monnaies qui, il ne s'agit pas de faire la révolution, hein. Je pense qu'il ne s'agit pas de rediviser tout par 6,66. Vous avez la fin de l'euro, ça veut dire que vous avez 1 euro dans la poche. Cet euro va s'appeler euro de France ou franc. Hein. Sauf que l'Allemand qui aura 1 euro dans sa poche, il va peut-être l'appeler marque, mais il vaudra 10% de plus. Hein, tout simplement parce qu'on va faire un réajustement monétaire, le réajustement monétaire qu'on aurait dû faire depuis longtemps et qu'on n'a pas fait. Alors, cette mesure... ne pas d'évaluer si besoin? Puisque ce sera oui, mais pas n'importe comment, de manière coordonnée. Alors là, il faut établir un système monétaire européen. C'est ce dont nous avons discuté avec les Allemands, avec M. Neuling, avec M. Bardulette, avec M. Starbati, qui sont de très grands économistes allemands. Et du côté français, il y avait Jean-Jacques Rosat, Vesperini, Gérard Lafay, et puis quelques autres. Et nous en discutons. Il y a plusieurs systèmes possibles, mais je pense qu'il faut faire quelque chose, ne serait-ce que pour une raison psychologique, pour montrer que ce n'est pas l'anarchie, que la fin de l'euro, ce n'est pas l'anarchie. Parce que mettre fin à l'euro, c'est inévitable. C'est inévitable. Mais ça doit être un dérapage contrôlé. Hein. C'est comme, j'aime bien prendre des exemples. Vous avez un mur, vous savez que vous avez un mur à 1 kilomètre, que vous êtes allé très vite, vous avez du verglas, vous ne voulez pas heurter le mur, donc vous faites donner un grand coup de frein, vous faites un dérapage, mais il faut que ce dérapage soit contrôlé. Hein. Alors pour que le dérapage soit contrôlé, il faut qu'il soit coordonné par les Français, par les Allemands. Je vous ai dit qu'il fallait trouver une solution pour les dettes et dire clairement qui va payer quoi. Il faut aussi proposer un système positif. Un système positif, ça peut être une monnaie commune, en effet, ça peut être un système monétaire européen tel qu'il existait avant. Ça me paraît très important psychologiquement de proposer quelque chose. Et je crois que les Allemands seront prêts à se mettre d'accord avec nous. Enfin, je ne dis pas le gouvernement allemand, j'en sais rien, mais le gouvernement allemand, vous savez, les Allemands, ils aiment l'ordre. Donc, ils ont peur du désordre, ils aiment l'ordre, donc ils comprendront très bien que si l'ordre totalement intenable de l'euro cesse, il faudra trouver un ordre sans doute plus souple, mais un ordre quand même. Voilà, c'est le sens de cette proposition. Au fond, ce que nous proposons, c'est ce qui était le système de Bretton Woods, c'est-à-dire que ce système de parité fixe mais ajustable, ça pourrait être un système de parité fixe et ajustable avec un étalon commun qui était l'or et le dollar, puis qui n'a plus été que le dollar. C'est ce qui a existé dans le monde entre 1945 et 1971.
Et ensuite, ça a été au sein de l'Europe le système monétaire européen, qui marchait pas si mal que ça d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on n'en est pas resté là. Hein. On aurait pu rester là. Mais il faut certainement que l'Europe montre qu'elle ne sombre pas dans le chaos, qu'elle ne sombre pas dans le désordre. Même si il y a la possibilité de laisser flotter tout l'échange. Ça ne serait pas non plus une catastrophe, mais psychologiquement, ça serait moins bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et les talons or, pour vous, c'est exclu? Non. Non, mais vous n'avez pas le décider comme ça du jour au lendemain. Hein. Je veux dire, enfin, il se heurte quand même à un problème géopolitique majeur, c'est que ce n'est pas l'intérêt des États-Unis. Et que les États-Unis, pour le moment, ils préfèrent que les talons, ce soit les talons de l'or, parce que l'or, c'est pas eux qui le fabriquent. L'or, c'est la Russie, c'est l'Afrique du Sud, il y a des pays qui produisent de l'or, alors que le dollar, ce sont les États-Unis qui le fabriquent. Et je veux dire que produire du dollar, ça coûte moins cher que de produire de l'or. Parce que produire de l'or, il faut des mineurs, et des mineurs de fonds. Je ne sais pas si j'ai eu le privilège une fois dans ma vie de visiter une mine d'or en Afrique du Sud. Je peux vous assurer que c'est un gros travail. Et c'est pas très amusant pour ceux qui y sont attelés. Je n'exclus pas la possibilité de retour à l'étalon or. D'ailleurs, c'était la volonté du général de Gaulle. Et tous les problèmes qui se posent aujourd'hui se posaient déjà de manière à l'état d'esquisse dans les années 60. Hein. Mais aujourd'hui, il y a le feu à la maison. Hein. Quand vous êtes au feu à la maison, vous essayez d'éteindre l'incendie. Vous ne discutez pas de l'architecture de la future maison que vous allez construire. Et alors justement, pourquoi parlez-vous de renégocier le taux de change entre le yuan et le reste du monde? Si vous voulez, les 4 premières mesures, que je récapitule, organisées avec l'Allemagne, la sortie de l'euro, avec les autres pays aussi, bien sûr, mais enfin, il faut d'abord se mettre d'accord avec les Allemands, établir un pacte européen entre l'État et les banques pour savoir qui va payer les pots cassés, monétiser les dettes souveraines, en particulier pour éviter le cercle vicieux de la récession, établir une monnaie commune européenne, tout ça, c'est un paquet. Hein, c'est un paquet, je pense qu'il faut le faire tout de suite et tout en même temps. Pour montrer que la fin de l'euro, c'est pas le chaos. Hein, c'est pas le chaos. Ensuite, le reste, ce sont des urgences nécessaires pour sortir de la crise mondiale, mais ça peut se faire après l'opération. Hein. Vous savez ce qui se fait dans la salle d'opération et vous savez ce qui se fait dans les jours qui suivent quand vous êtes à l'hôpital. Oui, et que vous êtes réveillé. Alors, renégocier le taux de change entre le yuan et le reste du monde. Oui, vous avez, au sein de la planète, vous avez 2 grands pays qui ne jouent pas le jeu. Vous avez les États-Unis qui payent leur déficit grâce au dollar. Et c'est le privilège non pas de la plus grande puissance économique du monde, c'est le privilège de la plus grande puissance militaire du monde. Hein. Depuis toujours, les militaires ont eu un pouvoir de prédation, en tous les cas de décision unilatérale, qui n'appartient pas à ceux qui n'ont pas de puissance militaire. Et vous avez la Chine qui joue un tout autre jeu, qui consiste à sous-évaluer sa monnaie de 50%. Alors, inutile de vous dire que si la France décidait de sous-évaluer sa monnaie de 50%, on serait aussi bon que les Chinois. Hein. Bien entendu, au début, on se serrerait la ceinture, les salariés français en pâtiraient beaucoup, mais nous aurions très rapidement une balance des paiements extrêmement bénéficiaire. Et nous reporterions les déficits sur les autres pays. C'est ce que font un peu les Allemands au sein de la zone euro, hein, d'ailleurs. Alors les Chinois font ça, ils font ça depuis des années, ils accumulent des réserves. Et ils ont des excédents, et ils vendent beaucoup plus qu'ils n'achètent. Et en particulier à l'Europe, puisque je vous ai dit que l'Europe était le plus grand marché du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Europe, jusqu'ici, elle équilibrait un petit peu, à peu près ses comptes, mais progressivement, en tous les cas en matière industrielle, elle ne vend plus, mais elle achète. Elle ne vend plus, ça veut dire que ces usines ferment les unes après les autres, ça veut dire la désindustrialisation, ça veut dire des délocalisations. Alors il y en a qui disent, la solution c'est le protectionnisme. Oui, la seule solution ce sera le protectionnisme, sauf à réajuster les parités au niveau mondial et à exiger des Chinois qu'ils réévaluent leur monnaie, c'est-à-dire qu'ils ne trichent pas. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un bon taux de change? C'est un taux de change qui permet d'équilibrer ses échanges avec les pays voisins. Quand vous avez une grande puissance comme la Chine qui choisit délibérément un taux de change où elle plombe tous les pays, les autres pays du monde, eh bien, ça veut dire qu'elle ne joue pas le jeu. Tout le monde le sait et personne ne le dit.
enfin ne le leur dit. Hein. On leur dit timidement. Déjà, les Chinois intimident le reste de la planète. Et je ne suis pas un fanatique de l'Alliance Atlantique, de l'Atlantisme, etc. Mais voilà un sujet sur lequel les États-Unis et l'Europe ont un intérêt majeur commun. Alors vous savez Et que le premier candidat, enfin en tout cas pour l'instant, Mitt Romney, le premier candidat républicain, Oui. en tête dans les sondages, est favorable à cela. Oui, mais Obama l'a dit aussi. Hein. Obama l'a dit, sauf que les Européens qui sont aussi concernés que les États-Unis, si ce n'est davantage, sont aux abonnés absents. C'est parce qu'ils n'osent pas parler, parce qu'ils se disent, si c'est le premier qui dit oui, c'est l'Allemagne, les Chinois vont le repérer, donc sanctionner l'Allemagne. Si c'est le premier qui dit oui à une proposition d'action commune, c'est la France, les Chinois vont sanctionner la France. La Chine nous fait peur. Or, s'il y a un sujet sur lequel vous avez un intérêt commun majeur des pays d'Europe et des États-Unis, c'est bien celui-là. Alors, il faut une action commune. Et s'il n'y a pas d'action commune, il y aura peut-être un protectionnisme européen. Et s'il n'y a pas de protectionnisme européen commun qui puisse s'établir, alors vous aurez un protectionnisme de chaque pays, ce qui ne sera pas forcément une catastrophe, car vous n'avez pas de projet social commun, si vous n'avez pas quelque chose comme des écluses, je préfère dire des écluses plutôt que des barrières autour d'un pays. Et ces écluses, ça peut être des écluses monétaires, ça veut dire avoir des taux de change normaux, mais ça peut être aussi des droits de douane, ça peut être des contingents, ça peut être beaucoup de choses. Ça ne serait pas une catastrophe, mais le premier pas, c'est d'exiger un rééquilibre des taux de change à l'échelon mondial, et en particulier avec le principal pays qui ne joue pas le jeu, c'est-à-dire la Chine. Très bien. Alors, sixième mesure. Oui, sixième mesure. Faire une politique de relance européenne vigoureuse. Pourquoi ? Parce que et comment la récession, ça veut dire que le produit national brut et le revenu et les salaires diminuent année après année. Et que le chômage augmente. Donc nous avons un devoir d'employer tous ces gens qui sont au chômage. La première politique sociale, c'est de résorber le chômage. D'abord, si nous rééquilibrons les taux de change, la capacité exportatrice de la France, mais de beaucoup d'autres pays, va être plus importante. Mais si ça ne suffira peut-être pas pour relancer la machine, pour réamorcer la pompe, il faut ce qu'on a essayé de faire, ce que les États-Unis ont fait il n'y a pas très longtemps, il faut distribuer du pouvoir d'achat, de telle manière que alors soit aux collectivités publiques, soit aux particuliers, de telle manière qu'ils achètent, parce qu'il n'y a pas de... Si tout le monde se serre la ceinture, ça veut dire que il n'y a plus de production. Il n'y a plus de production. Pour qu'il y ait de la production, il faut qu'il y ait des politiques de relance. C'est ce qu'on appelait des politiques keynésiennes. Il y en a qui sont contre. Moi, je ne suis pas fondamentalement contre. Sauf que il y a 40-50 ans, vous distribuiez des salaires, vous augmentiez tous les salaires, ça se traduisait par l'achat de voitures Renault, de voitures Peugeot, de voitures Citroën, de voitures Simca. Aujourd'hui, c'est pas ça. Si vous distribuez du pouvoir d'achat en France, ça va se traduire peut-être par l'achat de voitures japonaises, allemandes et autres. Donc on est malheureusement obligé de privilégier les investissements publics. Les investissements publics. Vous me dites on va faire des déficits, oui et non, parce que si on règle le problème de la dette par la monétisation, les budgets des États vont être infiniment soulagés parce qu'ils vont payer des taux d'intérêt beaucoup plus faibles, et donc ça leur donnera une marge de manœuvre. Ils ne vont pas se réendetter. Un peu, à condition que ce soit... sauf que ça sera auprès des banques centrales, comme c'était le cas entre 1945 et 1972. Il faut le faire à petite dose, mais il est important de relancer la machine, de faire exactement le contraire de ce que préconisent tous les grands candidats, que ce soit Sarkozy, si tant est qu'il soit candidat jusqu'à la fin, ou que ce soit Hollande, ceinture, 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 pénitence, pénitence, pénitence. Non, c'est absurde. On a habitué les esprits aujourd'hui, là je voudrais élargir le débat sur le plan historique et philosophique, on a habitué les gens à oublier que le progrès, ça existe.
On vous dit les prochaines années vont être des années de pénitence et après ça va être encore pire. Et si on a de véritables hommes d'État, il faudra qu'ils soient capables de parler comme Churchill, d'annoncer de la sueur, du sang et des larmes. Et plus ils annonceront, plus ça prouvera que ce sont des hommes d'État. C'est absurde, c'est ridicule. C'était vrai pour Churchill parce que Churchill était en train de mener une guerre avec un adversaire terriblement redoutable, avec un enjeu qui était la liberté du monde. Mais nous ne sommes pas du tout dans la même situation. J'ai, grâce au ciel, vécu beaucoup mieux que mon père ou que mon grand-père. Mon grand-père était un paysan du sud-ouest, il ne s'est jamais plaint de sa vie, il a mangé à sa faim, mais enfin il n'avait pas de luxe, il n'avait pas de télévision, il n'avait pas de téléphone, il avait une voiture à cheval. Si vous voulez, et je m'attends à ce que mes enfants vivent mieux. Vous me direz, mais c'est fini. Mais c'est fini pourquoi? Puisque le progrès, qu'est-ce qui a permis que le niveau de vie s'améliore dans la plus grande partie de la société, en France et en Europe et dans le monde depuis un siècle, 2 siècles? C'est le progrès technique. Le progrès technique et le progrès scientifique. Est-ce que le progrès technique et le progrès scientifique sont terminés? Non, ils ne sont pas terminés. Ils vont plus vite que jamais. Ils continuent. Ils continuent plus que jamais. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des retombées de ce progrès technique en termes de niveau de vie? Alors, pourquoi est-ce qu'on diffuse ce pessimisme général en disant c'est fini maintenant, on va aller de mal en pis? C'est absurde. C'est absurde. Je crois qu'il faut redonner l'espoir aux gens. Alors, je ne dis pas qu'une politique de relance, ça doit se faire avec prudence, ça ne doit pas enterrer des dépenses publiques exagérées. Puis, comme je le dis aussi dans ce plan, je crois qu'il faut stabiliser la part des dépenses publiques dans le produit national brut, spécialement, la réduire, non? et la réduire si on peut, enfin en tous les cas ne pas l'augmenter pour tous les pays qui sont au-dessus de 40%, et ne pas annoncer des impôts nouveaux, parce que des impôts nouveaux c'est absurde. Je veux dire, là aussi tous les grands candidats, alors s'ils ne disent pas qu'il y aura des impôts nouveaux, tous les commentateurs sans qu'on les démente, vous dites oui mais on est en période électorale, mais après, qu'est-ce que ça va être, hein? Après, on va vous rattraper au tournant. Et puis, l'actuel président a quand même créé 31 impôts nouveaux. 31 impôts nouveaux. Pour un libéral, c'est pas mal, quand même. Hein? Pour un libéral, c'est pas mal. Alors, il y a... alors, quand on vous dit qu'on doit sortir de la crise en augmentant les impôts, ça veut dire qu'on va étouffer complètement cette machine. Non, il faut trouver une autre solution. Et je suis totalement hostile à l'idée d'augmenter quelque impôt que ce soit dans l'avenir. Donc vous seriez par exemple favorable à un audit des dépenses de l'État pour voir ce que fait la Cour des comptes, déjà suivre un peu plus ses préconisations et bien d'autres choses, le financement public des syndicats. Enfin, des audits, vous en avez de toutes sortes. Le finance public, écoutez, on peut montrer du doigt un tel. Je peux vous dire une chose, c'est que si aucune réforme n'avait été faite depuis 20 ans, ça j'y reviendrai peut-être dans un entretien ultérieur, nous n'aurions pas de déficit. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on ne vote pas de loi qui ne se traduise par l'engagement de dépenses nouvelles qui n'existaient pas auparavant. Alors, dans certains cas, ce sont des dépenses sociales qu'on peut critiquer, mais qui sont lourdes, comme la CMU par exemple. Mais dans d'autres cas, j'ai dit 20 ans, j'ai pas mis le RMI qui est vieux de 22 ans, et qui est sans doute une nécessité, mais qui est très mal géré, il faut bien le dire. Mais vous avez la création d'institutions, je vous prends un exemple, une loi qui crée l'ADOPI, l'ADOPI Haute Autorité, mais l'ADOPI ça veut dire quoi? Ça veut dire un beau bâtiment au centre de Paris, ça veut dire des secrétaires, des chauffeurs, ça veut dire un service de communication, ça veut dire une série de frais de fonctionnement de toutes sortes, des frais de fonctionnement, mais il y en a des dizaines et des centaines d'organismes qui ont été créés. Alors je ne vous parle pas de ce qui a été fait au niveau des collectivités locales, hein, ce qu'ont pu coûter toutes les institutions intercommunales que l'État a forcé les collectivités locales à organiser, au motif de faire des économies, c'est ce qui est encore pire, bien entendu. Mais je pense que il ne s'agit pas non plus de penser qu'on va tout bouleverser du jour au lendemain. Hein. Il y a la situation telle qu'elle existe, il y a des mesures fortes qui sont celles que j'ai dites,
il y a un impératif quand même qui est plus important que l'équilibre des budgets, c'est de maintenir la machine économique. De maintenir la machine économique. Et ça, pour moi, c'est un impératif pour tout l'Occident. Si vous ne l'ont pas, nous retrouver avec des armées considérables de chômeurs. Et ça doit se faire sans augmentation des impôts, ça c'est très clair. C'est très clair. Et alors vous réclamez quand même une dernière mesure qui est d'instaurer une taxe Tobin, qui est cette mesure d'attaque qui date de 10 ans en arrière. Oui, il n'y a pas qu'attaque, il y a M. Tobin qui est un économiste de ce qu'il y a de plus libéral, et cette idée a été reprise par des gens du mouvement Attaque, que je connais bien aussi, et par d'autres. Maintenant, il y a en Europe, tout le monde dit qu'il est pour la taxe Tobin. Le problème, c'est que c'est difficile à instaurer si vous n'avez pas un accord de tous les grands pays occidentaux, les États-Unis en tête. Et cet accord général, on ne l'a pas. Alors, dans quelle mesure ça pourrait s'instaurer, malgré les États-Unis, ne serait-ce que dans l'espace européen? C'est une question qu'on peut examiner. Il y a les paradis fiscaux aussi. Et puis, bien sûr qu'il y a les paradis fiscaux. Mais quand je dis la taxe Tobin, c'est un aspect, une remise en ordre du système financier international. Ce n'est pas une urgence immédiate, mais il faut le faire, parce que vous avez un effet pervers qui montre que ce système financier est fou, est devenu fou. Jusqu'au début des années 90, c'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas une libéralisation totale des mouvements de capitaux sur la planète, vous aviez des mouvements de capitaux très importants, mais qui étaient à peu près aussi importants, ou un peu plus importants, que les mouvements des marchandises. Et puis c'est-à-dire que vous avez l'économie financière qui était en prise avec l'économie réelle. Réelle, je vous rappelle, ça vient de res. Res, c'est ces choses, c'est marchandises. Ce sont des containers avec des choses qui s'échangent entre les pays, ou des camions, ou des trains. Depuis 1990, où on est entré dans une spirale folle, c'est-à-dire que les échanges financiers sont complètement déconnectés, dans un facteur 50, 100, plus que ça encore, et c'est un des aspects de l'inflation dont je vous parlais. Donc vous avez une monnaie qui circule dans le monde qui sans proportion avec les échanges de marchandises, et nous avons un système financier qui est en effet devenu fou, et il faudra le remettre en ordre. Alors, pour empêcher cette circulation effrénée qui se traduit par de la création monétaire très souvent, un des instruments, c'est certainement, il faut mettre des freins. Et la taxe Tobin est un frein à ces échanges. Il y a si la taxe Tobin est de 0,25%, ça veut dire qu'un spéculateur qui n'espère faire que 0,20% de bénéfices, aujourd'hui il le fait, son transfert, envoie l'argent au Japon le matin et il rapatrie du Japon le soir. Si vous avez une taxe de 0,25%, il ne le fera que si ça doit lui rapporter plus. Donc vous aurez un frein à ces échanges qui sont devenus complètement fous. Je pense qu'il faut qu'un rapport entre l'économie financière et l'économie réelle. Oui. Pour qu'on comprenne bien, cette taxe, vous l'appliquez sur les banques, non? À la source? Ou est-ce que c'est autre chose? Non, sur les mouvements financiers, oui. Ce sont les banques qui les payent, oui. Ah, d'accord. Donc, la Société Générale, enfin les banques françaises et les banques étrangères. Toutes les banques. Parce que là, elles existent, elles sont concrètes. Bien sûr. Oui, enfin, je veux pas. Il y a beaucoup de choses à faire, certainement. Faut-il revenir au Glass-Steagall Act de 1932, qui avait été instauré par Roosevelt, séparer les banques d'affaires des banques de dépôt, interdire aux banques de faire de l'assurance, enfin remettre une remise en ordre générale du système bancaire. C'est pas très facile, puisque tout le système actuel est organisé à leur bénéfice. Et quand vous avez, qui dit bénéfice, dit pouvoir, dit argent, dit pouvoir, et faire des réformes contre les gens qui ont le pouvoir, c'est pas évident. Mais qu'une remise en ordre générale soit nécessaire, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, sinon nous allons aller de crise en crise. Mais ça n'est pas l'urgence absolue, comme je vous disais, quand il y a l'incendie de la maison, l'urgence ce n'est pas de faire le plan de la future maison, c'est d'éteindre l'incendie. Or, j'ai rajouté ça pour rappeler qu'il n'y aura pas de relance de l'économie mondiale s'il n'y a pas une remise en ordre du système financier, du système bancaire,
Les modalités, je ne vais pas me battre sur telle ou telle mesure, je ne me battrai même pas sur la taxe Tobin, parce que, comme je vous l'ai dit, elle dit, il est très important de réorganiser les systèmes bancaires. Maintenant, les modalités, on peut en discuter. Ça n'est pas la priorité pour moi, c'est pas la priorité surtout en soi, c'est pas la priorité dans l'état de crise où se trouve le monde. Et quand on dit c'est pas la priorité, ça ne veut pas dire c'est pas la première priorité, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Hein, on est bien d'accord. Alors voilà, ce que je voudrais revenir à cet optimisme occidental qui a mu toute l'histoire de notre civilisation depuis des siècles et qui fait que le monde va vers l'avant, il va vers le progrès et qui ne doit pas s'abîmer dans la déréliction, dans la componction, dans un esprit de pénitence totalement déplacé et dans le pessimisme, qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, et ces solutions, elles passent par un retour au réel. Parce que s'il y a bien quelque chose de commun dans toutes ces mesures, c'est le réalisme. Dire que la Grèce ne paiera pas, qu'il faut en prendre acte, dire que l'euro est un système qui ne pourra pas durer, c'est pas que vous êtes contre l'euro, c'est pas la question. C'est prendre acte d'un échec qui existe déjà. C'est regarder les choses en face. C'est pas se monter la tête avec des illusions. Hein. Dire qu'il n'y a pas d'autre solution pour apurer les grandes dettes publiques que de les monétiser, on peut considérer que c'est une solution malsaine. D'accord, mais il n'y en a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et si vous voulez étouffer, faire de la rigueur, faire de la pénitence, ça ne marchera pas. Parce que vous tomberez dans un cercle vicieux où le problème ne va pas s'arranger, il va s'aggraver. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est un immense retour au réel. Hein. Et la taxe Tobin, c'est un petit peu ça aussi. C'est parce que l'économie financière, c'est quoi? C'est l'économie irréelle. Hein, l'économie irréelle, eh bien, elle doit être calquée sur l'économie réelle. Elle ne doit pas s'évader dans une financiarisation généralisée sans rapport avec la réalité. Donc, si vous voulez, la solution, c'est l'optimisme, mais c'est aussi, ça passe par le retour au réel, par la capacité à regarder les choses en face. Voilà. Et quand on regarde les choses en face, on s'aperçoit qu'il y a encore de l'espoir. Roland Hébrault, merci.